Écrivain et penseur au tribunal, suite de notre série de 7 semaines. Aujourd'hui, Oscar Wilde, le procès de la liberté sexuelle et de la liberté littéraire. Il était insouciant et insolent, magnifique aussi d'élégance, et il donnait l'impression que rien ne pourrait l'atteindre. De fait, Oscar Wilde a actionné lui-même la mécanique judiciaire qui allait le broyer. Injurié par le père d'un de ses amants, il n'a pas résisté à engager contre lui un procès pour diffamation avant de constater qu'existaient des preuves matérielles de son homosexualité et que ses phrases brillantes pouvaient le perdre. Wilde semble avoir négligé que la législation anglaise offrait à son diffamateur de quoi se venger. La loi permettait de mettre un homosexuel en prison pour travaux forcés pendant 2 ans. C'est la peine à laquelle Oscar Wilde a été condamné, alors même que la société anglaise, hypocrite, dira-t-on, pouvait laisser à peu près tranquille qui n'allait pas la provoquer ouvertement. Mais que soulignent surtout ces procès dont Oscar Wilde fut au bout du compte le jouet et la proie ? Que tout est bon pour faire tomber un esthète libre dans sa vie comme dans ses livres. On a utilisé son œuvre contre lui et cela, c'est le terrible atout qu'offre la figure de l'écrivain. Ironie suprême, Wilde imaginait que la vie pourrait interagir avec l'œuvre d'art jusqu'à l'inversion même des places entre les deux. C'était le thème de son roman Le portrait de Dorian Gray, même si le processus échouait à la fin. Or, l'histoire de Wilde a montré comment l'œuvre d'art peut de fait agir sur la vie, contribuer à la faire dévisser, et cela a réussi cette fois pour détruire un homme. Bonjour Merlin Holland. Bonjour. Vous êtes le fils du fils cadet de Oscar Wilde, car Wilde s'est marié en 1884 avec Constance Lloyd. Il a eu 2 enfants avec elle. Votre père a changé son nom. Vous êtes écrivain, vous vivez en France. Vous avez publié chez Stock en 2005. Enfin, c'était en 2003 d'abord l'original, et puis ça a été traduit en français chez Stock en 2005, avec un peu moins de notes et d'appareils critiques que dans la version anglaise. Le compte-rendu intégral du premier procès d'Oscar Wilde, celui engagé lui-même en diffamation contre Lord Queensberry. Exactement. Merci. Bonjour Pascal Acquien. C'est comme Bonjour. Ça qu'on dit ? C'est ça. Vous êtes professeur émérite de littérature anglaise à la Sorbonne. Vous avez réalisé de nombreuses éditions critiques et traductions d'Oscar Wilde et écrit une biographie de Wilde parue aux éditions Aden en 2006 intitulée « Oscar Wilde, les mots et les songes ». Robert Badinter a beaucoup contribué à une exposition sur Oscar Wilde qui s'est tenue en 2016 au Petit Palais à Paris. Je vous propose d'écouter Robert Badinter. Je voulais utiliser l'affaire Wilde comme exemple d'injustice. Je rappelle qu'il n'y a plus de délit d'homosexualité et que Wilde a été condamné à 2 ans de prison avec travaux forcés pour des relations avec adultes consentants. Donc, je tenais à montrer cet exemple, à l'analyser, pour dire, vous voyez, la justice est relative. Je suis intéressé de plus en plus à l'affaire, mais je dirais, comme une tragédie judiciaire. Tragédie, c'est par définition ce qui advient et que la nature des protagonistes va rendre inévitablement tragique. Dans une tragédie, j'ai toujours pensé que la pièce était écrite avant d'être jouée. Et c'est exactement le cas de Wilde. Une tragédie, dit Robert Badinter. Pascal Acquien, il a écrit des pièces de théâtre, Oscar Wilde. Mais peut-être que la pièce tragique, la véritable pièce tragique, c'est celle qu'il a jouée dans sa propre vie. Est-ce qu'on peut dire qu'il a joué une pièce tragique dans sa vie ? C'est plutôt à la toute fin qu'il s'est joué quelque chose comme une tragédie. Et on peut dire surtout que c'est le procès. D'ailleurs, quand on lit, sa vie a été un grand succès. Ça a été une vie flamboyante avec des succès financiers, notamment extrêmement importants, et une très très grande liberté Financier d'expression. par ses œuvres, vous voulez dire ? Ses œuvres, il gagnait beaucoup d'argent. Oui. Ses revenus liés à la production de ces pièces étaient tout à fait considérables. Il vivait très largement.
Et la tragédie est intervenue véritablement au moment du procès. C'est ce qui est d'ailleurs tout à fait fascinant quand on lit les minutes du procès. Lequel? Le premier en le premier diffamation? Ou c'est lui qui attaque? Oui, c'est lui Oui. qui attaque le marquis de Queensberry qui avait déposé à son club une carte de visite infamante, enfin pour Oscar Wilde. Oscar Wilde qui pose avec une faute d'orthographe au sodomite. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire poser haut? Posing. Alors justement, ça c'est toute la question et c'est un aspect qui revient sans cesse dans le procès. Est-ce que ça signifie qu'il fait semblant qu'il prend une pause comme on peut prendre une pause artificielle d'un rôle quelconque, ou bien est-ce que c'est une accusation, est-ce que c'est une manière de dire qui est? Il y a cette ambiguïté qui est quand même très très forte dans l'expression. Peut-être qu'on peut demander à l'anglophone Merlin ou Merlin Holland. Quand vous parlez de tragédie, j'ai toujours en tête les mots d'un de vos dramaturges en France, Jean Anouilh, Antigone. Anouilh, oui. Maintenant, le ressort est bandé. Ouais. Ce n'a que se dérouler tout seul. Un petit coup de pouce, un rien. Ouais. Et le petit rien, c'était la carte de visite. Donc vous êtes d'accord avec ça a déclenché la tragédie d'Oscar Wilde. Alors cette carte de visite justement, donc you're posing as sodomite. Sodomite au lieu de dire sodomite. Il sait pas écrire ce monsieur C'était Marquis ou bien posing as ou posing. Alors d'un côté il posait comme étant, de l'autre côté on pouvait l'interpréter comme vous êtes sodomite. Alors, ils ont couvert tous les deux dans le chef d'accusation. Parce que dans la traduction chez Stock de votre introduction au procès de Oscar Wilde, ils traduisent « vous êtes pédale et sodomite ». C'est extrêmement violent, c'est une insulte aux homosexuels. Donc, je ne sais pas si c'est de la juste traduction. Mais sur la carte, ce n'était pas clair. Ouais, c'est pas clair. Et ces avocats devraient quand même, avec leur chef d'accusation, devraient couvrir aussi bien le côté sodomitique dans sa littérature que côté « vous êtes sodomite ». Donc, il y avait deux chefs d'accusation. Oui. Alors, on va, si vous le voulez bien, pour comprendre cette petite chose, mais extrêmement violente, qui va déclencher la tragédie judiciaire, on va un tout petit peu rappeler le contexte. D'abord, en 1891, Oscar Wilde est un homme qui a 36 ans, qui est extrêmement successful, qui vend beaucoup ses œuvres, qui écrit des critiques très lues, qui est magnifique, qui est habillé d'une manière sublime et qui tombe amoureux, ça c'est clair, d'un certain Alfred Douglas, qui a 21 ans. Qui est-il? Est-ce la première relation homosexuelle de Wilde? Non. Non. Vous pouvez nous raconter un petit peu, vous êtes son biographe. Oui, très rapidement. Est-ce que déjà cette vie dérangeait chez cet homme très célèbre et plein de succès ou non? Alors, premièrement, la première question, est-ce que c'est sa première expérience? Non. Il apparaît, je pense que tu seras de mon avis, Merlin. Oui, tout à fait. Robert Ross, oui. qui est resté d'ailleurs un ami qui était très en pension fidèle. chez lui à sa femme. Exactement. À un certain moment. Et Robert Ross est très probablement, plus que probablement même, sans doute la première relation que Wilde a eu avec un homme. Ensuite, il est tombé effectivement amoureux de ce jeune homme qui était objectivement beau, qui était d'une grande famille aristocratique, fils de marquis, donc ça ne gâtait rien non plus, mais qui était loin d'être une oie blanche, qui avait lui-même déjà, bien que très jeune, un passé et qui a aussi entraîné Wilde du côté du monde de la prostitution. Il lui a fait connaître beaucoup de jeunes gens, vénaux. Et tout le monde savait ça, non? Ça, franchement. En fait, les hommes, et ça apparaît d'ailleurs très souvent, enfin Merlin, tu le dis aussi d'ailleurs dans la préface du livre consacré au procès, les hommes vivaient entre eux. Il faut bien se dire qu'à l'époque victorienne, il était tout à fait courant et normal pour des hommes d'être sans cesse ensemble. Les mondes
masculin et féminin étaient très très séparés. Et Constance, hein, l'épouse d'Oscar, n'avait aucune... Elle savait, c'est-à-dire, on se posait même pas de questions. C'était normal que son mari sorte le soir avec des amis, avec des hommes. Il n'y avait pas de soupçon, a priori, d'une relation supposée illicite. Mais il n'y avait... Et c'est un peu la raison pour laquelle, d'ailleurs, je crois que Constance, jusqu'au bout, n'avait absolument rien deviné des relations qu'Oscar pouvait avoir. Elle était même flattée à son égard. Oui. Pour que ces jeunes gens l'adorent. Oui. Elle les recevait. Elle ne se souciait de rien du tout. Il les recevait dans leur maison. Il n'y avait aucune dissimulation, absolument rien. Alors, très bien, mais il y a quand même une loi incroyable en Angleterre à ce moment-là. Bon, jusqu'en 1861, il y avait déjà une législation qui permettait de condamner à mort la sodomie, à mort. En 1861, c'est devenu une peine de prison. Et en 1885, je crois qu'on a réécrit la partie qui concernait cela dans le Criminal Law Amendment Act. Et donc, on peut condamner la sodomie pour 2 ans de prison maximum, mais avec travaux forcés éventuellement. Donc, enfin, je veux dire... On savait ça. On pouvait montrer ses amours socialement tout en sachant que cette loi était quand même très dure. Oui. Ça posait pas de problème, ça. Quand vous dites ça ne posait pas de problème, le danger, comme il disait en De Profundis, le danger, ça faisait partie de l'attirance de ce que je faisais. Ah oui, c'était le danger. Mais il faut dire qu'en 1889, il y avait un grand scandale à Londres même, ce qui s'appelait le Cleveland Street Scandal, où il y avait une maison close homosexuelle à côté de la poste centrale, où les jeunes télégraphistes, entre guillemets, offraient des services très personnels aux aristocrates. Et la police a fait une descente, une rafle dans la maison. Et les aristocrates sont, pour la plupart, ils ont pris la fuite. Et ça a été, en quelque sorte, supprimé par la police. Donc l'opinion publique au moment de l'arrestation d'Oscar, après ça, après que son avocat a cessé le procès, l'opinion publique était fortement du côté du gouvernement qu'il fasse. Qu'enfin la loi soit appliquée, exactement, c'est ça que vous voulez dire, alors qu'elle n'avait pas été qu'on applique vraiment la loi. Et c'était un moment où ils ont saisi le moment. Je disais toujours que le Oscar était en quelque sorte un bouc émissaire, si vous voulez, pour l'application de cette loi. Entendu. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle de l'accusateur. Donc ce marquis, Queensberry, a 2 fils, c'est ça, dont le cadet, c'est ce Douglas, qui est donc le jeune amant de Wilde. Son frère aîné a lui-même, à un moment donné, eu, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on l'a raconté, une relation homosexuelle, même avec le ministre des Affaires étrangères. Donc j'essaie de préciser aux auditeurs que le père, là, il est dans une situation qui, pour lui, est insupportable. Il a 2 fils homosexuels, c'est ça ? Finalement, c'était pas tout à fait sûr que Drumlanrig, son fils aîné, ait eu cette relation avec Lord Rosebery, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Mais le fait qu'il s'est suicidé le fils, là, oui. Juste un an avant le procès d'Oscar, le procès qu'avait intenté Oscar contre le père, ça laisse croire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait, comment dire, normal. D'accord. Et alors, ce Queensberry, il a inventé des règles de boxe. Ça aussi, vous pouvez m'expliquer, parce que c'était un grand boxeur, c'est ça ? Oui, on les appelle les Queensberry Rules, hein, donc les règles de boxe de Queensberry, parce que le sport n'était pas codifié, donc il a fallu mettre en place un certain nombre de règles, ce que Queensberry a fait, et ce sont des règles qui subsistent d'ailleurs toujours, hein, et je pense qu'on appelle en français la boxe le noble
art, et la noblesse peut échapper lorsqu'on voit la brutalité de certains combats, mais je pense que la raison en est tout simplement que c'est le marquis de Queensberry qui est à l'origine de ces règles Alors, au début, si sportives. j'ai bien compris, Oscar Wilde se le met un peu dans la poche. C'est pas affreux leur relation. Et puis, très vite, Queensberry devient menaçant. Et là, on va voir un trait euh, va se répéter chez Oscar Wilde. C'est son brio, c'est son sens des formules, mais qui vont finir à un moment par se retourner contre lui. Il aurait dit: j'ignore ce que sont les règles Queensberry, mais les règles d'Oscar Wilde commandent de tirer à vue. Pas mal, hein. Mais enfin, bon, pour l'instant, ce n'est pas dangereux, mais ça va le devenir. Ça va le devenir. Alors effectivement, ils se sont rencontrés plutôt de manière plutôt aimable et courtoise dans un restaurant. Et Queensberry était même assez séduit par l'intelligence et l'esprit, le wit de Wilde. Ensuite, dans la mesure où Wilde était très souvent publiquement vu en compagnie de son jeune fils, ça a commencé à l'irriter. Et puis, jusqu'au moment où il a débarqué chez lui, dans sa maison, avec un acolyte boxeur, je crois, prêt à en découdre. Et c'est là que Wilde l'a fermement mis à la porte. Et que Et en plus, cette phrase cette a histoire été tirée dite. à vue, c'est raconté par Oscar pendant le procès. Donc, Oui. ce n'est pas une histoire mythique, Ouais. c'est véridique. Pour autant qu'Oscar a dit la vérité, en tout cas. En tout cas, il a brillé dans ce oui. procès, mais Oui, il va se rendre compte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va porter plainte pour diffamation à cause de la carte postale, enfin de la petite carte Carte de visite. insultante qu'il reçoit. C'est sa décision. On ne sait pas si le jeune homme qui détestait son père, ce Alfred Douglas, qu'il appelait, je crois, Bosie dans la tendresse de leur relation, a poussé Mais là, il y a à ce un procès moment, avec comme le on dit en père. anglais, what if, si seulement. Là, il reçoit la carte, il fait appel à son premier amant, disant que Robert Ross était son premier amant, de venir tout de suite le conseiller. Et il lui a écrit un mot en disant j'ai demandé à Bosie, donc son petit nom pour Alfred Douglas, de venir demain. Mais au moment que Robert Ross arrive à son hôtel, le jeune Douglas est déjà là. Il a exercé tout son charme Ah oui, il a pour voulu cette pousser plainte. Oscar à Porter plainte intenter le contre son procès père. contre son Ouais, père. d'accord. Il ne Alors, voulait oui. rien de mieux que de voir son père derrière les barreaux. Mais il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est que Queensberry était un homme d'une violence physique extrême. T'es boxeur, Il hein. avait sa femme était vraiment victime de lui, ses fils également. Il avait une réputation abominable. Il n'était pas reçu dans les salons. Beaucoup moins Il élégant avait beau que être Wilde, on un est d'accord. marquis et un grand du royaume, Oui. il était rejeté de tout le monde et l'aristocratie ne le fréquentait absolument pas. Oui, alors ça aide à comprendre que peut-être en arrivant, donc il y a une première audition, puisque Wilde attaque Queensberry en diffamation, que Oscar Wilde arrive assez sûr de lui, semble-t-il, d'une élégance. Vous dites, Merlin Holland, qu'il était vêtu d'un pardessus Chesterfield bleu foncé bordé de velours et arborant une fleur à la boutonnière. Il arrive dans un équipage à 2 chevaux avec cocher et valet de pied. Non, mais il n'a aucun doute sur le fait qu'il va gagner ce procès. Il le traitait comme la première d'une pièce théâtrale, un peu. Et c'est comme ça qu'il a agi pendant tout le procès. Il jouait pour les spectateurs. C'était lui l'acteur principal et il jouait pour les spectateurs. Il fallait pas. Et juste avant le procès, il part avec Bosie, donc Alfred Douglas, à Monte-Carlo, tranquille. À Monte-Carlo, oui. Oui. Donc il ne se rend pas du tout compte qu'il y a une enquête sur lui, qu'il y a des preuves matérielles qui ont été récoltées. Il ne se rend pas compte. Il est totalement épris par son amour pour Douglas. Il écrit dans le De Profundis la longue lettre qu'il avait écrite à Douglas de la prison. Plus tard, quand il sera enfermé, Une fois, il écrira il avec dit amertume. je n'étais plus I was no longer the captain of my soul. Je n'étais plus le capitaine de mon âme. Ton père, toi tu me dominais, ton père m'effrayait et je n'étais plus capitaine de mon âme.
Et pourtant, on l'a averti, même Bernard Shaw, dites-vous, lui a dit, mais un père défendant son fils, le tribunal va lui donner raison. Aucun jury trouverait pour toi contre un père qui essaie de défendre son fils. Ouais. Et alors commence ce premier procès, donc, où on va donner beaucoup d'éléments qui, pour nous aujourd'hui, font réfléchir. D'abord, il y a une lettre de Wilde à Bosie, qui est donc vraiment la correspondance privée, alors qu'elle a été piquée ou trouvée dans des vêtements. Comment on a pu avoir affaire à trouver cette lettre? Soi-disant, Lettre d'amour. il y avait un Tendre. complet que Bosie a donné à son domestique, et dans la poche de ce complet se trouvait la lettre que Oscar lui avait écrite. Comment ça s'est finalement trouvé dans les mains d'un maître chanteur qui est venu voir Oscar d'ailleurs en disant on pourrait comprendre d'une très mauvaise façon le contenu de cette lettre. Il lui a demandé, je crois, 50 livres sterling, je me rappelle plus précisément combien. Et Oscar a refusé. Le maître chanteur lui a dit « Mais j'ai déjà une offre de 50 livres sterling. » Et Oscar lui répond « Mais prenez-le, je n'ai jamais eu autant d'argent pour un morceau de prose à ma vie. Oui. Vendez-le à celui qui te l'a proposé. » C'est encore une fois la désinvolture extraordinaire. De même, quand on lui demandera ce qu'il en est des sentiments d'adoration à un Il faut dire moment que donné. le chantage était très répandu. Hein, ah aussi. oui, d'accord. Oui. Et il répondra à Wilde, je n'ai jamais éprouvé d'adoration envers quiconque, sinon moi-même. Moi, je trouve ça magnifique, mais est-ce qu'il commence à comprendre que le piège va se refermer? Et puis, pour nous, c'est important, philosophiquement, je crois qu'on change de monde. On invoque le portrait de Dorian Gray, on invoque ses œuvres. Alors, je vous propose d'écouter. Carson est le nom de l'avocat qui évoque à un moment le portrait de Dorian Gray. Nous allons parler plus précisément d'une phrase qui avait été présente dans la première édition de Dorian Gray que Wilde a ensuite effacée, et on va beaucoup y revenir. Mais écoutez d'abord l'ambiance qui a été recréée par une très belle fiction, Les derniers feux d'Oscar Wilde de Bertrand Leclerc. C'était pour France Culture en 2017. Écoutez. Ceci est votre préface à Dorian Gray. Oui. Je cite. « Il n'y a pas de livre moral ou de livre immoral. » Oui. Tous les livres sont bien écrits ou mal écrits, un point c'est tout. Cela résume votre opinion? Mon opinion sur l'art, oui. Puis-je en conclure que, aussi immoral qu'un livre puisse être, il restera un bon livre s'il est bien écrit? S'il est bien écrit, il produira une sensation de beauté qui est le plus noble sentiment dont l'homme soit capable. S'il est mal écrit, il provoquera une sensation de dégoût. Donc, un livre bien écrit qui défendrait des opinions sodomitiques pourrait être un bon livre. Aucune œuvre d'art ne défend d'opinion. Les opinions appartiennent aux gens qui ne sont pas des artistes. Nous dirons donc que, selon vous, un roman sodomitique peut être un bon livre. Je ne sais pas ce que vous entendez par roman sodomitique. Eh bien, je vous suggère Dorian Gray. Est-il possible de l'interpréter comme un livre sodomitique? Seulement pour des brutes épaisses. Seulement pour les ignares. Alors, vos commentaires sur cet échange, ça vous paraît réaliste par rapport à la scène d'origine, l'un et l'autre, Merlin Rolland et Pascal Aquin? Ça paraît réaliste, c'est effectivement ce qui a été dit. Ce qui me paraît très très intéressant, c'est toute la question de l'œuvre d'art. Alors d'abord, l'expression qui est employée de roman sodomitique, c'est quelque chose d'assez stupéfiant. Enfin, on se dit c'est donc un nouveau genre littéraire, c'est déjà quelque chose de surprenant. Et la question fondamentale, qui est vraiment la question littéraire et esthétique, c'est est-ce que un roman, une œuvre quelconque,
et une preuve de quoi que ce soit, et notamment de la vie intime des gens. Et c'est là vraiment toute la question qui s'est posée au cours du 19e siècle, aussi avec d'autres écrivains comme Baudelaire ou Flaubert en France. L'œuvre comme preuve, et ce que dit Oscar, c'est bien écrit ou mal écrit, c'est la question fondamentale. Et or, on ne voulait pas voir dans l'œuvre autre chose que la trace de quelque chose de potentiellement répréhensible Mais là, il y chez a quelqu'un. encore un parallèle ici en France avec le roman d'Émile Zola, Thérèse Raquin, Oui. pour lequel il avait écrit une préface pour la deuxième édition. Si je peux vous le citer, Je vous en prie. que les critiques se garderaient bien de prononcer de grands mots vides de moralité et de pudeur littéraire. Ils me reconnaîtront le droit, en ces temps de liberté dans l'art, de choisir mes sujets où bon me semble. Et ça, c'est une deuxième édition de Thérèse Raquin. Oscar a fait exactement la même chose contre les critiques. Il a écrit une préface, un petit peu à la légère, d'aphorismes pour la deuxième édition, qui sortait sous forme de livre, mais dans lequel, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il avait supprimé, tout à fait pas caractéristique d'Oscar du tout, d'écouter les critiques et de supprimer quoi que ce soit, mais il avait supprimé les parties un peu homo-érotiques parce que personne ne voulait publier le livre avec ces passages-là. Donc il y a notamment une phrase qui existait dans la première version en revue et qui a été supprimée ensuite dans la version rallongée en livre. Je la cite, « Il est vrai que je t'ai chéri ». Alors, il faut expliquer. C'est le peintre qui s'appelle Basil Hallward dans le roman qui avoue son amour pour celui qui pose pour lui, Dorian Gray. Et donc, Basil lui écrit ceci, « Il est vrai que je t'ai chéri avec bien plus de douceur de sentiment qu'un homme accorde habituellement à un ami. Il se trouve que je n'ai jamais aimé une femme, peut-être parce que je n'en ai jamais eu le temps, peut-être, comme le dit Harry, c'est un ami dans le roman, une grande passion véritable est-elle l'apanage de ceux qui n'ont rien à faire et reste l'usage des classes oisives d'une nation ». Moi, j'ai pas très bien compris pourquoi on peut pas aimer une femme quand on dit aux classes oisives. J'ai pas compris. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs qu'il a supprimé ce passage qui n'était pas excellent, mais bon, finalement Oscar Wilde. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai que la première phrase est un aveu d'amour homosexuel, comme si on ne s'en doutait pas. Je sais pas comment vous dire. Le fait qu'il supprime la phrase, ça ne change rien. Oui, tout à fait. Il y avait son prof de philosophie et d'histoire à Oxford qui a refusé de recenser l'article qui est paru dans la revue littéraire avec ces phrases-là parce qu'il le trouvait trop dangereux. À la fin, c'était Walter Pater, un grand professeur à Oxford. Il a recensé la deuxième édition, pour ainsi dire, l'édition sous livre, mais il n'a pas voulu, avec ces phrases-là, les homo-érotiques, il ne pouvait pas, il ne voulait pas. En tout cas, on y est revenu pour mais le procès. C'était précisément ces phrases-là que Carson, l'avocat de Queensberry, a trouvé dans l'édition qui est parue dans la revue littéraire. Et qui lui a posé des questions en contre-interrogatoire. C'était pas l'édition livre. Voilà, il est revenu là-dessus, sur l'ancienne édition où cette phrase figurait. Alors ensuite, il y a un va-et-vient de l'œuvre à la vie, puisqu'à un moment donné, et ce sera le coup de grâce, on va lui demander s'il a de l'attirance pour un de ses domestiques, c'est bien ça, et il répondra, on nomme le domestique, et Wilde répond « Oh non, jamais, c'était un garçon singulièrement quelconque ». Alors il s'agit de Walter Granger. Ce qui est un aveu. Alors expliquez-nous ça. Pourquoi c'est très embêtant cette phrase pour lui? En fait, toutes sortes de questions. Carson était vraiment comme un chien qui avait un os qu'il mordait sans arrêt. Il revenait sans cesse sur les mêmes choses. Avez-vous embrassé un tel? Avez-vous amené un tel dans votre chambre, dans votre lit? Et donc, les réponses étaient systématiquement non. Et quand la question a été posée sur ce domestique, Walter Granger, il a répondu
l'avez-vous embrassé? Non, parce qu'il était plain, il était laid, quelconque, mais même franchement laid. Et donc Carson lui dit, c'est parce qu'il était laid que vous ne l'avez pas embrassé. Et c'était le début de la fin. Sinon, vous l'auriez embrassé, et vous aimez les garçons, et voilà, le piège qui se referme. Et alors, il a dit, mais autant embrasser un montant de porte que... Mais Carson ne s'y attendait pas. Il était entièrement surpris. Il était entièrement surpris. Du compte rendu. Et Wilde comprend. Carson était ébahi. Oui, il comprend. Et il commence à s'énerver. Et c'est le seul moment, c'est le moment du procès où il perd de sa superbe. Et il commence véritablement à s'énerver, à dire combien Carson est agressif et odieux et désagréable, alors qu'il l'était tout autant auparavant. Simplement, Wilde tenait les rênes. Ce qui n'était plus le cas après cette affaire-là, cette remarque. Nous parlons du procès d'Oscar Wilde ce matin. Qui est le procès de la liberté sexuelle et de la liberté littéraire. Je suis en compagnie de Merlin Holland, qui, outre le fait qu'il est le petit-fils de Oscar Wilde, a écrit sur lui. C'est grâce à vous que nous avons les minutes, si j'ose dire, du premier procès Wilde, qu'on peut lire en français chez Stock, et puis Pascal Aquin, qui est un très grand spécialiste de Wilde. Alors, rentrant de ce procès en diffamation, il comprend qu'il a perdu et qu'il a même fait d'une certaine façon l'aveu de son homosexualité, alors que c'est lui qui attaquait. Il comprend la chose. Dans la fiction de France Culture, Les Derniers Feux d'Oscar Wilde de 2017, de Bertrand Leclerc, dont nous avons entendu un extrait, eh bien, cela est montré de la façon suivante. Il rentre chez lui, il écrit... semble-t-il, quelque chose à un journal français, et puis soudain, on lui annonce, écoutez. Qu'importe d'écrire au directeur de l'Evening News, Oscar. Il vous reste une chance d'attraper le dernier train pour Douvres. Oscar Wilde. Voilà. Monsieur, il m'eût été impossible de prouver mes accusations sans faire comparaître Lord Alfred Douglas à la barre contre son père. Lord Alfred Douglas désirait très vivement témoigner, mais je ne l'ai pas voulu. Plutôt que de le placer dans une situation aussi pénible, j'ai résolu de retirer ma plainte et de porter seul le fardeau de honte et d'ignominie qui pouvait résulter de mes poursuites à l'encontre de Lord Queensberry. Oscar Wilde. Oscar, vous n'avez pas compris, le mandat d'arrêt a été lancé. Je vais rester purger ma peine, Robbie. Mes enfants... Oui? Monsieur Wilde? C'est moi. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous, monsieur Wilde. Oh. Et... où allez-vous m'emmener? Au commissariat de Bow Street, sir. C'est Charles Gonzalez qui joue le rôle d'Oscar Wilde dans cette fiction France Culture. Merlin Holland, est-ce que, au moment de cette arrestation, Wilde comprend ce qu'il risque en vertu d'une loi que nous avons évoquée au début de l'émission, 2 ans de prison avec travaux forcés? Est-ce que la tragédie, tout d'un coup, qui est en train de se jouer à son propos, lui apparaît soudain? Il comprend, Wilde, qu'en fait, d'avoir attaqué en diffamation, de s'être retiré et maintenant d'être arrêté pour sodomie, c'est gravissime pour lui. Au moment de son arrestation, il est amené au magistrate, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, c'est la cour de première instance, mais ils lui ont refusé la caution. C'était un délit, c'était pas un crime ce qu'il avait fait. Et refuser à quelqu'un une caution pour un délit, c'était presque inouï. Ça me donne à penser que toujours qu'il était, on a fait une sorte de bouc. Ils étaient fermement convaincus qu'il pourrait le mettre en prison. Oui. Pour faire un exemple au public. Et ça, il a senti qu'il allait devenir le bouc émissaire pour beaucoup de gens, vous l'avez dit vous-même, qui avaient des pratiques homosexuelles, mais qu'on n'avait pas embêté plus que ça. À la place de tous ces gens-là, il y allait avoir Wilde,
celui qui allait payer pour tout le monde? Je n'ai pas tout à fait compris. Excusez-moi. C'est vous qui disiez tout à l'heure qu'il allait être le bouc émissaire. Est-ce que vous pensez que Wilde l'a compris très tôt, qu'il allait être le bouc émissaire? C'est possible. Après sa sortie de prison, il a écrit à un ami, les parcs ont touré mon berceau. Ouais. C'est une belle expression. Son éducation entre l'âge de 8 et 18 ans, s'était fondée dans les classiques, Oui. la tragédie grecque. Et il se voit un petit peu en tant que héros tragique. Si par contre il avait su à l'avance ce qui lui devrait arriver, je ne pense pas qu'il l'aurait fait. Ça, Entendu. je suis persuadé. Ah oui, il doit se dire là qu'il n'aurait jamais dû être Parce qu'il pris a en écrit, diffamation. encore une fois, je cite dans ce lettre à Bosie Douglas de la prison, il dit « Tu n'as jamais compris mon art. Mon art, pour moi, c'était tout. Toute autre chose était comme de l'eau de marécage contre le bon vin rouge, contre la lueur de la luciole, contre le miroir magique de la lune. » Je fais remarquer que vous citez de tête et en plus, pas en anglais. Son art, pour lui, Bravo. c'était tout. Et je ne pense pas qu'il aurait intenté ce procès s'il avait su ce qui devrait lui arriver à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal Aquin? Est-ce que, au fond, ce deuxième procès, il y aura d'ailleurs, je crois, une première instance et un appel, il sera condamné les 2 fois à 2 ans de prison et travaux forcés. Est-ce qu'il est encore combatif? Est-ce qu'il est encore brillant? Est-ce qu'il est encore rigolard comme au premier procès? Ou est-ce que tout s'est effondré? Je me permets quand même de dire qu'il est resté assez élégant, puisque si j'en crois Merlin Holland, il est vêtu, il a mis une cravate noire tenue par une épingle ornée d'un diamant et d'un saphir. Certes, il n'a pas mis de fleurs à la boutonnière. Enfin, c'est quand même la classe jusqu'au bout, si je puis me permettre cette remarque un peu prosaïque. Je vous écoute, Pascal Aquin. Il savait que c'était perdu. À partir du moment où il y avait un deuxième procès, il pensait pouvoir gagner le premier. À partir du moment où il perdait le premier procès, ou du moins on reconnaissait qu'il posait comme sodomite, pour reprendre l'expression du marquis, il savait que c'était perdu. Il faut rappeler aussi une chose qui est quand même assez intéressante dans sa famille, c'est que et son père et sa mère avaient eux-mêmes connu des procès pour des raisons complètement différentes. Son père, qui était un médecin très très célèbre, avait été poursuivi en justice pour, disons, des actes indélicats vis-à-vis de patientes. Et il y a eu tout un scandale autour de cela. Et sa mère, qui était une femme de lettres très connue et très importante, était une nationaliste irlandaise passionnée, et elle-même avait eu des difficultés avec la justice. Donc il vivait dans un univers où on peut se dire, est-ce que lui-même n'a pas rêvé, si j'ose dire, Oui. d'avoir un jour un procès pour être dans la alors celui-là, je sais pas lignée s'il a rêvé, hein. Parce que tu te rappelles de Merlin Holland, ce qu'il a oui. dit à l'école à un de ses contemporains. Oui. À l'époque, il était à l'école en Irlande. Il a dit, soi-disant, suivant les mémoires de cet écolier, je n'aimerais rien de mieux que de me présenter à la cour d'assises, me défendre contre la reine. C'est Tu te ça. rappelles de ça? Oui, bien sûr, je me souviens très bien. Mais il a, même à l'âge de, je sais pas, qu'il avait peut-être 18 ans, qu'il avait déjà en tête, en quelque sorte, de paraître à la cour d'assises, de se montrer l'homme fort contre la couronne, comme on dit. Mais c'est parce qu'il vivait cela comme un théâtre, précisément. Et tout ce C'est premier pour ça qu'il a porté jusqu'à... plainte la première fois, non? Exactement. C'est ça, oui. Il pensait, en homme de théâtre, qu'il allait être l'acteur, le metteur en scène, et qu'il gagnerait, en fin de compte, comme il gagnait systématiquement les applaudissements à la fin de ses pièces. L'Irlande, le fait qu'il soit irlandais, est-ce que cela a compté dans toute cette Je pense affaire? que oui. Je pense que oui, c'était
un Irlandais, il a toujours revendiqué le fait d'être Irish, Irishness, enfin, et lors de sa tournée aux États-Unis notamment, il en parlait beaucoup, mais il en a parlé systématiquement. Alors, est-ce que ce n'est pas un aspect intéressant, c'est-à-dire l'Irlandais brillantissime, insolent, qui se moque de la grande bourgeoisie et de l'aristocratie anglaise dans ses pièces, hein, cette espèce de brûlot brillantissime irlandais qui arrive sur la scène anglaise, c'est pas totalement impossible. Et puis il y a beaucoup de traces d'irlandité dans son œuvre. C'est encore une raison pour le mettre en prison. Pardon. Encore une raison pour le mettre en prison. Encore une raison pour le mettre en prison, exactement. Et les travaux forcés, excusez-moi, je pose une question un peu concrète. Ça représentait quoi exactement? Qu'est-ce qu'on lui a fait faire en prison? Les travaux forcés. Les travaux forcés à l'époque, pour un délit comme ça, c'était... On dit aujourd'hui, on croit aujourd'hui que la peine qu'il a subie était extrême. Mais en faisant mes recherches pour cette édition du procès d'Oscar Wilde, j'ai trouvé que il y avait même des enfants de 10 ans en prison pour avoir volé, peut-être pour une quinzaine de jours ou un mois, pour avoir volé une boîte de lait condensé. Alors, le juge, à la fin du dernier procès, a dit la peine, c'est 2 ans de travaux forcés, et à mon avis, ce n'est pas suffisant pour un délit de cette manière. Alors concrètement, on faisait faire des choses totalement absurdes et cruelles aux prisonniers. Il y avait notamment cette espèce de roue qui ressemble un peu aux roues de hamster, dans lequel l'animal tourne indéfiniment. Et là, c'était une espèce d'escalier qu'il fallait monter, descendre sans cesse pour rien. Sans aucune production de choses, sans un travail productif. Pour l'épuisement de la personne. Il y avait aussi des câbles de marine avec du goudron, de l'étoupe, et on leur demandait d'enlever à main nue, ce qui arrachait totalement la peau des doigts, d'arracher le goudron de ces énormes câbles de marine. Il y avait ça. Bon, il y avait bien sûr aussi des choses, des pierres à transporter pour rien. C'était sous le signe de l'inutilité, de l'absurdité et de l'humiliation permanente. Mais là, cette espèce de roue, d'escalier, en est vraiment, je crois, l'illustration. Mais heureusement, à la fin de sa peine, enfin, pas au milieu de sa peine plutôt, il y avait un changement de directeur, quand on dit directeur de la prison, qui était beaucoup plus humain, pour ainsi dire. Et les travaux forcés ont été remplacés par ses devoirs comme jardinier, je pense aussi. Donc, c'était pas 2 ans de travaux forcés, c'est certainement au moins 1 an, mais pas entièrement les 2 ans entiers. Mais on lui retirait les livres, il n'avait pas le droit de lire, il n'avait pas le droit d'écrire, au début du moins. Et quand il a écrit De Profundis, cette fameuse lettre qu'évoquait Merlin tout à l'heure, on lui remettait, on lui retirait les pages au fur et à mesure qu'il les écrivait, ce qui fait qu'il n'avait pas la possibilité de se relire, ce qui explique que De Profundis... Et on l'a détruit, le livre? Non, on l'a gardé. On lui a retiré les pages, mais... non, on ne le détruisait pas, non, mais il ne pouvait pas se relire du début à la fin, puisqu'on lui retirait... Ça explique que dans De Profundis, il y a énormément de répétitions, de redites, et ce qui fait aussi l'aspect fascinant de ce texte. De Profundis, qui a donc été écrit entre 1895 et 1897 dans cette prison, puisque Wilde a été incarcéré, condamné à 2 ans de prison avec travaux forcés. On écoute un extrait de De Profundis. La société s'arroge le droit d'infliger à l'individu des châtiments abominables. Mais elle a aussi ce vice suprême, celui d'être superficielle. Aussi ne parvient-elle pas à prendre conscience de ses actes. Quand la peine est purgée, l'homme est abandonné à lui-même. Autrement dit, la société se débarrasse de lui au moment précis où commence envers lui son devoir le plus élevé. Elle a en fait honte de ses actes et évite ceux qu'elle a châtiés, comme l'on fuit un créancier que l'on ne peut rembourser ou une personne à qui l'on a causé un tort irréparable et impardonnable.
Pour ma part, puisque j'ai conscience de ce que j'ai souffert, j'affirme que la société devrait prendre conscience de ce qu'elle m'a infligé. Et il ne devrait y avoir ni haine, ni amertume de part et d'autre. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Merlin Holland, il y a quelque chose de combatif encore dans ce passage. D'ailleurs, Wilde a dénoncé les conditions d'incarcération des enfants, d'un homme qui a été pendu. Enfin, il a dénoncé la situation carcérale et les peines. Est-ce qu'il a aussi écrit dans le De Profundis à quel point il a été détruit? Non, dans De Profundis, il y a quand même un moment où il regarde sa relâche de prison avec une certaine, si on peut le dire, positivité, on dit. Il veut refaire sa vie. À un certain moment, il dit quand je sors de la prison, il faut que j'écrive une œuvre qui me remet, pas entièrement sur le piédestal qu'il a occupé avant, mais qui me réhabilite. Et c'est la réhabilitation de cet extrait qu'on a entendu. Un prisonnier qui n'a jamais été en prison, qui pense d'une façon un peu philosophique de la peine, de ce qui se passe aux prisonniers lorsqu'ils sortent de prison. En fait, c'est magnifique, il ouvre vers le général, il n'est pas que sur lui-même. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il y a une chose qui m'a toujours énormément ému, c'est à sa sortie de prison, quand il arrive ici en France, une des premières choses qu'il fait, c'est d'envoyer des petites sommes d'argent, 2 livres sterling, qui équivaut aujourd'hui au moins 200 euros, à une dizaine de ses co-prisonniers qui sont toujours incarcérés pour les accueillir au moment de leur sortie. Et pour moi, c'est très, très émouvant de voir Oscar, qui n'avait pas d'argent, qui avait reçu de ses amis, de Robert Ross, de quelques amis, une somme d'argent pour le réhabiliter à sa sortie. Et il le partage avec les prisonniers qu'il a connus, ce n'est pas des amis, mais des prisonniers qu'il a connus en prison, pour les aider à leur sortie. Pascal Acquien, dans quel état il sort? Pourquoi est-ce qu'il meurt si vite après, en quelques mois? Il sort... Dans 2 ans, il meurt en 1900, il sort en 97. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort le 30 novembre 1900, donc il y a peu de temps. L'anniversaire de sa mort est très récent. Il sort très fatigué. Il a eu des ennuis de santé très très graves en prison, notamment à l'oreille. Ça a été très débattu, sans doute une otite, quelque chose qui a dégénéré, peut-être à la suite d'une chute. Et il a été très très mal soigné, aussi mal soigné qu'on pouvait l'être déjà à l'époque, et en prison encore plus. Et ça a finalement dégénéré. Donc il avait une santé très très chancelante quand il est sorti de prison. Oui. Ça a été la première chose. Ensuite... effectivement, si on revient 2 secondes aussi sur De Profundis, ce qui me paraît aussi tout à fait intéressant dans ce texte, outre l'attention qu'il porte aux autres, hein, comme nous venons de le dire, c'est qu'il se reconstitue en tant qu'écrivain. Et c'est ce qui fait de ce texte un texte littéraire, hein, et pas simplement une confession ou un compte-rendu de son existence en prison et de son existence passée. C'est tout à fait autre chose, et il retrouve son nom. Enfin, on lui avait enlevé son nom. Il retrouve sa signature. Il a signé un texte, je crois. Justement, il ne l'a pas signé. Il a écrit un texte en signant du nom, du numéro de sa cellule, 33. Qu'est-ce que c'est que ce texte? Après. Qu'est-ce que c'est, pardon, que... Il n'y a pas un texte qu'il a écrit
après sa sortie de prison. Il a écrit déjà, il a justement... La balade de la geôle de Reading. Voilà, oui, ça, la balade de la geôle de Alors la balade, Reading. oui. Mais je pensais aussi, alors avant la balade, il y a aussi des lettres qu'il a pu écrire justement autour de la prison, et notamment pour venir au secours des enfants qu'évoquait Merlin tout à l'heure. Et ça a contribué au renouvellement de la loi, à la réforme. C'est passé au Parlement. Et en fait, Wilde était en partie à l'origine de cette loi qui a réformé les choses pour éviter ces souffrances extrêmes. Il faut dire aussi qu'un gardien de prison avait été renvoyé pour avoir donné à manger à un enfant incarcéré. Les enfants restant enfermés toute la journée pour rien. Donc il fallait absolument réformer cela. Et c'est un point, je crois, très important, et Oscar en a été un fer de lance, je crois. Merlin Holland, qu'est-ce qui vous reste de ça, d'avoir creusé cette histoire qui est celle de votre grand-père? Je voudrais vous laisser le dernier mot. Vous dites ce que vous voulez pour finir cette émission. Voilà. Dites-nous ce que vous avez envie de dire en dernier mot d'une émission consacrée à votre grand-père, Oscar Wilde, auquel vous avez consacré beaucoup de recherches. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui à propos de cette histoire? Je pensais toujours que j'avais une certaine immunité contre les émotions, parce que je m'approfondis dans la vie et les œuvres de mon grand-père, mais chaque fois que j'étudie, pour ainsi dire, la vie post-prison de mon grand-père, ça m'émeut. Est-ce que j'ai le temps de vous raconter une petite histoire? Allez, racontez-la. À sa sortie de prison, Wilde s'installait à côté de Dieppe. Et Dieppe, à l'époque, c'était une ville balnéaire pour les Anglais aussi. Mmh. Et les gens traversaient la rue pour l'éviter. Une dame, une auteure féminin qui l'accueillait. Et il lui a écrit une lettre de remerciement pour le dîner qu'il lui a offert, en disant « La France, mère de tous les artistes, m'a donné l'asile ». Je trouvais ça très beau. Et presque 100 ans plus tard, le Théâtre Antoine, ici à Paris, allait fermer ses portes. Et ils ont monté une pièce d'Oscar Wilde, Un mari idéal, qui devrait jouer de la rentrée jusqu'à Noël. Ça jouait à guichet fermé avec Annie Dupéret et Didier Sandre. Et ils l'ont prolongé jusqu'à Pâques, ils l'ont prolongé jusqu'à la rentrée, ils l'ont prolongé jusqu'à la fin de l'année. Et ça a sauvé la vie au Théâtre Antoine. Et je me dis toujours, c'est la récompense, c'est le remboursement de la dette. La France m'a donné l'asile. Mon grand-père a donné la vie au Théâtre Antoine 100 ans plus tard. C'était beau. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Da 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 da. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword, with a sword, with a sword. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da. Some kill their love when they are... C'est Jeanne Moreau que vous entendez, Each Man Kills the Thing He Loves. C'est un extrait de la balade de la geôle de Reading, ce texte de 1898, de fin de vie, donc, de Oscar Wilde après la prison. Et Jeanne Moreau chante cela dans le film Querelle de 1982.
Je vous remercie beaucoup tous les deux. Merlin Holland, Pascal Aquien, c'était très beau, très émouvant et très précis, tout ce que vous nous avez dit sur Wilde. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, qui s'intéresse cette semaine aux catastrophes. Voici le pourquoi du comment.